Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. La charge pour moi d'ouvrir le bal. Didier Marthe, je suis philosophe clinicien. J'examine effectivement les situations ordinaires, celles de la vie et celles où on trinque et celles où l'on boit en particulier. Donc nous avons filé une métaphore avec vieillir comme le bon vin. Vous avez déjà défriché un peu le terrain. Métaphore, donc, dans cette chanson, Sacrée bouteille, un personnage, la bouteille est un personnage et qui exerce une pression sur nous et dont on a du mal à se défaire, à se départir. Et jolie bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux m'en aller, je veux me séparer de toi, mais je n'y parviens pas. Nous allons poursuivre, je vais poursuivre, et nous allons poursuivre. Nous allons filer cette métaphore ou cette analogie tout au long de cette conférence. Je commence par une citation anonyme, d'un anonyme, qui dit ceci: « On ne peut s'empêcher de comparer la vie du vin à celle des hommes. Certains sont précoces, d'autres s'épanouissent sur le tard ou pas du tout. Il y a ceux qui connaissent des périodes de faiblesse et qui reprennent vigueur, et ceux encore qui meurent jeunes ou qui font d'alerte centenaires. » Je n'ai pas retrouvé l'auteur de cette citation, et donc je l'appelle anonyme. Alors je vais vous proposer quelques images qui ont déjà été évoquées tout à l'heure, et je vous demande de faire vous-même les rapprochements. Donc tout d'abord, la robe du vin. La robe du vin, donc, c'est la couleur, elle désigne la couleur et l'aspect extérieur du vin. L'œil, dans une dégustation, est le premier sens en éveil. Il va examiner, observer le vin dans son verre, et un vin se goûte d'abord avec les yeux, comme des personnes parfois. Sa robe ou sa charpente, obtenue par dégradation de la matière colorante, donne de précieuses indications sur l'état de sa maturation et son potentiel de garde. Ainsi, pour un vin bien structuré, robuste, bien équilibré, harmonieux, parlera-t-on d'une robe chatoyante, lumineuse, etc. Et donc, c'est sur l'apparence, c'est sur les apparences qu'on peut juger d'un vin, comme on peut juger d'une personne. Le bouquet. Le bouquet, c'est l'ensemble des sensations olfactives que procure un vin. L'ensemble de ces arômes se fondent dans une sorte de communion d'essence et d'éther, d'où émane l'âme du vin, autrement dit, le bouquet. C'est un facteur très important pour le jugement d'un vin. Et comment apparaît chez un individu son âme? Alors, par son bouquet, nous sommes dans une société quand même qui vit au déodorant et qui se désodorise et qui rend difficile effectivement de percevoir le bouquet d'une personne et par conséquent son âme. Je poursuis. Dépôts et tanins. Plus le temps passe, plus ils s'accumulent. Les dépôts sont importants pour que le vin s'assouplisse. Vin jeune, tanin court, texture asséchante, rugueuse. C'est l'adolescent fougueux. Puis, avec l'âge, va s'assouplir grâce aux dépôts laissés par la vie. Transparence et limpidité. Transparence et limpidité dans un vin sont quelquefois facteurs de qualité. Transparence et limpidité concernant les hommes, concernant les femmes. En effet, un vin troublé ou présentant des dépôts fait mauvais effet, visuellement en tout cas. C'est un vin bourbeux. Un individu trouble. Une injonction contemporaine nous dit qu'il faut être transparent, qu'il faut être limpide, sans trouble ni dépôt. Le nez. Avoir du nez. C'est un rapport avec le bouquet. C'est le nez du vin avec l'odeur et le goût. Vin jeune, ils sont simples et peu développés, genre fruits frais. En vieillissant, ils se vêtissent d'un manteau râpé et de notes de brioche, de caramel, de miel, voire de réglisse. Après la fraîcheur de la jeunesse, après l'effervescence, le vin devient tranquille, comme un vieux champagne. J'ai oublié de mentionner que je suis de Reims. Mais le Vouvray quand même, commence, on s'y tromperait quelquefois, avec un mauvais champagne, bien sûr.
avoir du corps ou un corps. C'est en quelque sorte l'impression du poids d'un vin en bouche, due à ses tanins et à sa teneur en alcool, d'où l'expression « avoir du corps ». Charpenté, généreux, corsé, étoffé, il arrive qu'un vin pleure sur les parois du verre, les larmes coulent le long des rides. Pour le vin, c'est une qualité que de pleurer. Pour le vieux ou la vieille, sauf de joie, elles sont l'effet de petites morts, une séparation, une maladie, la mort d'un proche, un regret, un remords. Les larmes du vin caressent avec douceur les parois du verre, empreints de sensualité et d'érotisme. Elles font voir un vin qui a de la jambe, remonte à la cuisse, un vin bien en chair et consistant qui porte les gourmets à aller plus avant dans la connaissance de la terra incognita, qui porte de bien jolis blasons médaillés, instruments du bonheur. On peut en mourir parfois par excès, par épectase, comme un certain cardinal pendant l'orgasme. Le terrain, le terroir, on est quelque part, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Eh bien, on est sur de l'argile, de la silice, du calcaire, de la roche, des sols parfois durs, parfois qui détermineront la suite, sans compter le climat parfois septentrional. C'est le nôtre ici en Champagne-Ardenne. Nous avons un climat septentrional qui nous permet de faire de merveilleux champagnes. Comme quoi, le fait d'être né quelque part n'est pas forcément déterminant pour la suite. Tout serait-il joué d'avance ? Comme le dirait Cicéron, les hommes sont comme les vins, avec le temps, les bons s'améliorent et les mauvais s'aigrissent. Donc il y aurait des conditions de naissance favorables et qui feraient que tout serait joué d'avance. Mais une bonne exposition à la naissance sera déterminante, mais être déterminé n'empêche pas des orientations différentes de celles auxquelles on pourrait s'attendre sociologiquement. Elles sont surprenantes parfois. Comme le dirait Jean-Paul Sartre, on peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a été fait. Mais même fait, élevé en fût de bois ou en cuve inox, peut déterminer la suite. Je ne sais pas où en est le débat ici dans votre région, mais en Champagne, cuve inox contre tonneau de bois, c'est quand même un vrai débat pour la qualité des vins. Mais même fait du même tonneau, nous pouvons toujours l'un ou l'autre donner un tour particulier à notre vie. Pas une fois pour toutes, ce sera selon les étapes, selon les circonstances, foulage, chaptalisation, levurage, assemblage, fermentation, ce sera l'occasion d'un changement. Selon les situations, un tel dont on disait à l'école qu'il n'était pas un foudre de guerre se révélera dynamique, motivé, voire redoutable. Cicatrice, il en a été question ici, il reste toujours quelque chose de la vie qu'on mène et un examen visuel du vin, comme les marques sur un visage ou un corps, nous renseigne sur la composition du sol, la maturation, la qualité des raisins. Visibles sont les greffes que la vie a introduites sur le pied principal, comme des rencontres heureuses ou malheureuses. Elles incisent le vieux cep et laissent leurs traces et cicatrices. Alors, il y a les accidents de la vie. Un vin peut tourner, s'oxyder, s'altérer. Alors devient-on aigri, amer, par les déceptions et les échecs. Mise en bouche. La dégustation nous renseignera aussi sur la qualité d'un vin. On déguste un vin comme on déguste une compagnie. On savoure ce moment. Savourer, saveur, savoir. La dégustation donne un savoir. Savoir vient du latin sapere, avoir de la saveur. Connaître, c'est goûter, c'est avoir le goût des choses. Une idée peut avoir de la saveur. Ne dit-on pas que d'une idée qu'on la sent bien, avant de la comprendre. Grumer, qu'est-ce que c'est que grumer ? C'est tourner plusieurs fois dans sa bouche le vin pour en sentir, pour en faire exhaler les arômes. Ou c'est tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler. Terne, vin qui dans sa catégorie n'est pas assez de tout. Pas assez d'acidité naturelle, pas assez de relief, pas assez d'éclat, pas assez expressif, pas assez moelleux, pas assez pétillant. Bref, c'est un vin terne, un vin qui est probablement sur le déclin, comme on dit parfois d'un individu qu'il est terne. Long en bouche, c'est quand le vin reste un bon petit moment dans le palais. Mais on dit la même chose de certains baisers. Je vous laisse réfléchir.
Le temps, c'est fragile, une vie, un vin. Aussi, faut-il en prendre soin. Comme disait Malraux, si une vie ne vaut rien, rien ne vaut une vie. Aussi, ne pas gaspiller un de ces éléments essentiels, le temps. Ce n'est pas lorsqu'on arrivera au fond du vase, comme dit Sénèque, qu'il faudra s'en préoccuper. Ménager le vin quand le tonneau est à sa fin, c'est s'y prendre un peu tard. La part des anges s'est depuis longtemps évaporée. Vivez au présent, chante l'air du temps. Profitez de l'instant, morale hédoniste tournée vers la satisfaction des plaisirs qui enjoint de vivre au présent. Vis chaque instant comme si c'était le dernier. Horace dit ceci, que Jupiter t'accorde plusieurs hivers ou que celui-ci soit le dernier, sois sage, filtre tes vins et mesure tes longues espérances à la brièveté de la vie. Pendant que nous parlons, le temps jaloux s'enfuit. Cueille le jour et ne crois pas au lendemain. Filtre donc tes vins, filtre ta vie pour ne retenir que ce que tu estimeras suffisamment solide et qui constituera ton histoire et ta légende. Vivre chaque instant comme si c'était le premier, long en bouche et se répandant dans le palais. Vivre, c'est mûrir. Vivre, et ce n'est pas vieillir. On dit toujours, vous vieillissez. Non, vous grandissez et vous mûrissez. La vie se récolte jusqu'au bout, ce qu'on appelle les vendanges, surtout en Alsace, les vendanges tardives. Elle donne de bons vins et de belles vies grâce à une pourriture noble. Bel oxymore qui fait du pourrissement des corps et des esprits une noblesse et une sagesse. Coup de foudre. Le vin, au cours de sa vie, subit de multiples transformations faites de réactions chimiques, de la rencontre d'éléments, entre autres du résultat de l'action d'acide sur des alcools qu'on appelle du joli nom d'ester. Esther, Hadassa, qui signifie myrte en hébreu. Elle habite tout à chacun parce qu'elle est le courage, la prudence et la résolution. Rencontre heureuse de l'acide et de l'alcool, rencontre amoureuse, réaction chimique entre deux êtres, c'est la cristallisation, ce phénomène chimique décrit par Stendhal, c'est le coup de foudre. D'autres esters apparaissent au cours du vieillissement, d'autres rencontres, d'autres amours, d'autres défaites aussi. Quelque chose ne se produit pas, la réaction chimique n'a pas lieu, le vin est à jeter, ou bon pour le vin aigre ou vinaigre. Se conserver. Spinoza précise persévérer dans son être, de persévérer dans ce pourquoi on est fait. Une manière, le comment, serait de boire la vie jusqu'à plus soif. La conservation est un aspect important du vieillissement. En fût de bois ou en bouteille, on avance dans la vie, on se fortifie, on s'oxyde, on s'assouplit. Des bouquets de parfums odorants viennent l'enrichir. On augmente sa puissance, dirait le philosophe Nietzsche, mais des vins vieillissent mal. À peine jeunes, ils sont déjà vieux, piquants, acides, presque sûrs d'eux-mêmes. Et le temps ne fera rien à l'affaire, comme chante Brassens. D'autres vieillissent trop longtemps, diminuent d'intensité, virent vers le rouge brique pour les rouges et prennent un teint jaune terne pour les blancs, ou se madérisent. On a mis de l'eau dans son vin. Lorsque la vie commence à perdre sa saveur par lassitude, on a renoncé à des projets, renoncé à résister, renoncé à dire non. Le sens de la vie, une question de tonneau. La vie comme un tonneau qu'on remplit de ce qui en fait le sel. Faut-il, comme celui des Danaïdes, considérer qu'il est percé et que toute la vie durant, dans une quête infernale, nous tentons de le remplir de ce qui nous motive, la recherche de l'agréable et des passions, au risque d'être privé si l'on s'en prive. Dans le Gorgias, un dialogue de Platon, Socrate use de l'image des Danaïdes condamnées à remplir un tonneau percé pour l'éternité, afin d'opposer sa vision du bonheur à celle de Calliclès. Socrate, par l'image du tonneau, montre que le désir est insatiable et démesuré. Lui laisser libre cours, c'est se condamner à une éternelle frustration. Objection, dit Calliclès, quand le tonneau est rempli, on n'a plus ni joie ni peine et on ne mène qu'une vie de pierre. Et, ajoute-t-il, ce qui fait l'agrément d'une vie, c'est d'y verser, dans le tonneau, le plus possible et d'y boire sans fin. À propos de tonneau, la gueule de bois. Boire au goulot, alors là je vais tenter une hypothèse. Boire au goulot ou à la bouteille, vin et sexualité. M'inspirant de Freud, donc, les premières manifestations de la sexualité partent d'abord d'un besoin vital, se nourrir, et pour se nourrir, le bébé suce le sein maternel.
La succion apporte du plaisir. Selon Freud, un plaisir sexuel au sens de la libido. Selon la théorie des stades, le premier est le stade buccal, dont la bouche est l'instrument. La bouche devient et sera tout au long de la vie la zone érogène centrale. Téter pour se nourrir, sucer pour le plaisir. Et c'est ce plaisir que l'homme et la femme rechercheront tout au long de leur vie. Sauf que le sein absent de la mère sera remplacé en vain par des objets transitionnels, comme le dit Winnicott, qui permettront de retrouver illusoirement la sensation primitive des premières succions. La cigarette, la sucette, les roux-doudous, la tétine qu'on a vue apparaître il y a quelque temps chez les adolescents et adolescentes. C'est pourquoi les campagnes anti-tabac seront toujours vaines, parce qu'on ne vient pas au bout de ce plaisir buccal. Boire au goulot ou boire à la bouteille n'est qu'un ersatz mal élevé, une vaine tentative de transition vers le pays qui chantait dans la prime enfance. On aurait tort de priver les vieux et les vieilles de la bouteille. On parlera de régression, non, juste la continuité de ce que nous vivons tout au long de notre vie, la recherche vaine du paradis saint perdu. Récemment encore, la tétine était à la mode chez les adolescents, comme je l'ai dit, mais je me suis demandé si la tétine caoutchoutée du biberon, qui remplace le sein, modifierait mon hypothèse. Ou alors, est-ce que ce ne serait pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes et des tétines pour un sein ? L'identité d'un vin, d'un homme, une telle diversité, de telles transformations, comment leur donner une identité dont on a dit qu'elle était variée, plurielle, faite de nombreux éléments. La liste est pour ainsi dire infinie. L'alcool éthylique ou éthanol prend une bonne part dans la composition, mais il existe aussi d'autres acides, des matières minérales, des composés volatiles et odoriférants. De plus, ils évoluent, interagissent et se transforment dans la rencontre, une vraie société. Et pourtant, sous cette diversité subsiste une identité, quoi qu'il arrive. Comment reste-t-on le même en changeant ? Comment reste-t-on le même en vieillissant ? Et reste-t-on le même ? Peut-être pour un Bordeaux, un Bourgogne, et encore, mais pour l'homme, pour la femme. Reste alors à savoir quelle est l'identité d'un homme ou d'une femme qui s'est transformé tout au long de sa vie. Et comme le bateau de Thésée, ce fameux bateau qui tout au long de sa carrière, dont on remplace les pièces, mât, voile, coque, etc. au fur et à mesure, eh bien la question que pose Aristote, c'est de savoir si ce bateau de Thésée est bien toujours le bateau de Thésée ou bien est-ce un autre bateau. Je laisse la question ouverte. Respecter l'âge lorsqu'il est en bouteille. Un autre anonyme, décidément, dit ceci. Le drame de notre époque, c'est que la plupart des gens ne respectent l'âge que lorsqu'il est en bouteille. Parce qu'un vin, notamment de garde, se bonifie lorsqu'il prend de l'âge, lorsqu'il prend de la bouteille. Par un de ces tours que nous jouent les mots et les expressions, prendre de la bouteille vaut aussi pour l'homme et la femme, on dit plutôt pour l'homme, de quelqu'un qui a acquis de l'expérience dans la cave de la vie. On a dit qu'il a pris de la bouteille comme un vin s'est bonifié en prenant de l'âge. Ainsi, avoir de la bouteille, prendre de la bouteille, c'est avoir pris de l'âge, s'être bonifié ou avoir pris la forme d'une bouteille. In vino veritas, mon ami Michel Billet en parlera. Qu'est-ce que c'est que cette vérité ? In vino veritas, la vérité vient du vin. Qu'est-ce que c'est que cette vérité qu'on trouverait dans le vin ? La vérité, en général, s'obtient par la raison raisonnante, mais par le vin, l'ivresse, elle ne sortirait donc pas seulement de la bouche des enfants. Comme l'aqua vitae, l'eau qui donne la vie, le vin donne du plaisir. Il emmène vers les passions joyeuses, dirait Spinoza, qui augmentent la puissance des individus, ne fût-elle que temporaire et illusoire, et même fût-il vieux. Des plaisirs très contrôlés aujourd'hui d'ailleurs. Mais au-delà du plaisir, le vin ne fait-il pas aller au cœur de l'être, au cœur de l'essence des choses ? Comme dit la formule in vino veritas, le vin ne fait-il pas accéder à la vérité ? Les tribus germaines, les Germains, s'enivraient lors de longs conseils, pensant que c'est sous l'effet de l'alcool que s'exprimait la plus grande franchise. En Chine, on disait ceci, après le vin, on a la parole vraie. Dans le Talmud babylonien, vient le vin, vient le secret. Kierkegaard, le philosophe, a écrit un livre qui s'appelle In vino veritas, et il s'inspire du banquet de Platon. 5 hommes se réunissent pour discourir sur l'amour, l'érotisme, la séduction, les femmes et la jouissance de la vie. Comme dans le banquet, on fixe les modalités du boire, mais pour Kierkegaard, la condition avant de prendre la parole est que chaque convive
doit déjà, je cite, se trouver dans cet état où l'on parle beaucoup et malgré soi, sans pour cela que la cohésion du discours, de la pensée, soit constamment interrompue par des hoquets, le principe étant que nulle vérité ne devrait être proclamée, sinon celle qui vient du vin in vino. Et je me suis demandé, alors, mais aujourd'hui on dit l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, il faut boire modérément, etc., etc. Je me suis dit, mais est-ce que c'est bien pour la santé? Non, je pense que c'est parce que, pourquoi on nous interdit et on nous demande de limiter l'alcool? C'est parce que l'on craint des révélations que permettraient des propos débridés. L'abus d'alcool contrarie le mensonge et les menteurs. Mais dans un air du temps où tout se mesure, y compris le temps qu'il reste à vivre, un air du temps à la santé, à la sécurité, à l'ordre, au contrôle des plaisirs, on conseille fortement de mettre de l'eau dans son vin. En effet, un anonyme ajoute à la maxime in vino veritas, la locution in aqua sanitas, dans le vin la vérité, dans l'eau la santé. Boire ou conduire, il va falloir choisir. Vieillir comme le bon vin. La métaphore réenchante le monde, elle y introduit de la fantaisie, une fantaisie et de l'émotion, exite la raison calculante, quantifiante, qui met en grille, en tableau, évalue, et qui, à force de coups de boutoir rationnels, désenchante le monde. Je vous propose de réenchanter le monde, par exemple, en prenant la grille dite agir, qui permet de déterminer le GIR, groupe iso-ressources, et qui permet d'allouer une allocation. Et je propose de réenchanter cette grille, par exemple, avec des critères comme celui-ci ou celle-ci, il est vert, elle est généreuse, il a du caractère, de la cuisse, des larmes, et loin de ces critères où les êtres sont capables de se déplacer, d'entretenir une conversation, d'assumer leur hygiène, de gérer l'élimination urinaire et fécale. Bon, de quoi avoir le vin mauvais, et en tous les cas, ça ne permettrait pas, en utilisant le critère vert, généreux, caractère et cuisse, etc., permettrait difficilement d'allouer une allocation, j'en conviens. Donc, rassembler tous les éléments qui concourent à la réussite du vin pour réussir la vie, une vie minérale, florale, une vie savoureuse, autant que faire se peut. Quoi qu'il en soit, comme le vin, quand la vie est tirée, il faut la boire. Alors, au fond du vase de Sénèque, après avoir décanté sa vie dans une jolie carafe, après avoir bu sa vie, découvrira-t-on quelque chose d'un sens et de la sensualité. Je vous remercie. Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodée d'espoir, riche de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard sur son chemin, rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Avant que de sourire et nous quittons l'enfance, avant que de savoir la jeunesse s'enfuit, cela semble si court que l'on est tout surpris, qu'avant que de comprendre, on quitte l'existence. La 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 la.
J'ai 37 ans. Et j'habite à Bordeaux. Enfin, si je veux être précis, j'habite sur un terroir, le terroir du Pessac-Léognan, pour les connaisseurs. Si j'étais un grand cru, un château Aubryon, bon, je ne veux pas me la raconter, hein, mais le château Aubryon, c'est un grand cru classé, c'est un grand vin, je serais considéré comme vieux. Parce qu'à partir d'une quinzaine d'années, on dit d'un vin qu'il est vieux. Et pour les vins de garde, c'est en général plutôt positif. Mais j'ai 37 ans et je travaille avec des vieux. Et là, je suis considéré comme jeune, voire même très jeune. Et ça, pour encore un bout de temps. C'est plutôt rassurant pour moi. Parce que j'ai des collègues qui ont 55 ans qui sont encore jeunes aux yeux des personnes qu'elles accompagnent. Vieillir comme le bon vin, c'est approcher le sujet en voyant le verre à moitié plein. C'est faire une analogie à l'œnologie pour décanter une réflexion sur le bien vieillir. Vieillir comme le bon vin, c'est une manière qui me plaît pour approcher le sujet de la longévité et tenter, comme dans une dégustation, de prendre le temps d'en distinguer toute sa complexité. Alors pour commencer, on va parler de la diversité. Rouge. Alors qui est plutôt rouge dans la salle? Voilà. Rosé, c'est la période, c'est la saison. Blanc. Plutôt sec ou plutôt doux? Sec. Pétillant. Vous allez me dire, ça dépend des occasions. Mais il existe une grande variété de vins, et cette diversité est le fruit d'une combinaison de 4 facteurs principaux. Les terroirs, les cépages, les types de raisins qu'on utilise pour faire le vin, les modes de vinification et les types d'élevage. Pour nous humains, on observe également de grandes différences d'un individu à l'autre. Il y a quelques années, je faisais du judo et j'avais régulièrement l'occasion d'être en slip à côté de Teddy Riner dans les vestiaires. Et je peux vous dire qu'on fait partie de la même espèce, mais à ce moment-là, on peut se poser la question quand même. En fait, c'est comme si j'étais une demi-bouteille, et lui, vous savez, ces bouteilles de 15 litres, vous savez comment on appelle ça, des nabucodonosors, je crois que c'est ça. Et voilà, c'était un petit peu la sensation que j'avais. Mais pourquoi tant de différences? On fait partie de la même espèce, pourquoi autant de différences? Pour les humains, ça s'explique par la reproduction sexuée. Parce qu'elle joue un rôle essentiel dans la diversification. Parce qu'à chaque génération, il y a un brassage génétique qui fait que chaque individu est unique. Alors ça me console un peu, je me dis que je suis unique, comme Teddy Riner, comme vous aussi au fond là-bas. Vous êtes tous uniques, ça fait plaisir. Même si on n'a pas tout à fait le même physique que Teddy Riner. Mais au-delà de cette dimension génétique, pour nous les humains, comme pour le vin, l'environnement vient influencer le développement. Et ce phénomène, il s'explique en partie parce que les biologistes nomment l'épigénétique. Cela signifie que 2 organismes ayant exactement le même génome, comme des vrais jumeaux par exemple, peuvent présenter des caractères différents en fonction de leur environnement d'évolution. Ma femme a une sœur jumelle, une vraie jumelle, elles sont jumelles homozygotes, et ça ne les empêche pas d'avoir une différence dans leur taille. Elles ont quasiment 3 cm de différence, elles ont une pointure de chaussures de différence, et c'est surtout qu'elles ont des tempéraments complètement différents. Et j'ai choisi la bonne en plus, donc c'est un pour moi. Mais elle est sympa, hein, ma belle-sœur, quand même. Hein. C'est juste que voilà, je suis mieux avec ma femme. Bon, je ferme la parenthèse. J'ai perdu le fil, du coup. Et du coup, oui, pour revenir, là j'ai parlé de moi, un peu comme toi tout à l'heure. Hein. Mais il en est même pour les cépages. Aussi surprenant que cela puisse paraître, un vin élaboré à partir de raisins récoltés sur une parcelle acquiert une typicité que l'on retrouvera dans aucune autre bouteille. L'alchimie du vin fait que chaque flacon est aussi unique en son genre. Nous sommes également influencés par notre terroir et nos racines. Mais à la différence d'un pied de vigne, nous, bipèdes, nous avons la possibilité de nous déplacer et de voir d'autres environnements. Nous sommes tous différents, tous uniques. Mais qu'en est-il de notre longévité? La durée de nos vies est-elle inscrite dans notre ADN? Les recherches montrent que la longévité dépend d'une combinaison de modes de vie et de gènes.
On estime qu'environ un quart de la variabilité de l'espérance de vie est due à la génétique. Seulement un quart. C'est rassurant. La longévité se définit comme le potentiel de vieillissement. Autrement dit, la durée maximale qu'on peut atteindre en bénéficiant des meilleurs paramètres. Pour le vin, au fil du temps, cette boisson passe par plusieurs phases. D'abord sa maturation, puis son apogée, et après, il entame une phase de déclin. Selon son potentiel de garde, ces durées vont varier. Si vous allez, par exemple, acheter du vin dans un supermarché, et que vous prenez le vieux pape, là, vous savez, le cubi de vieux pape qui est en bas, là, qui coûte 3,95 €, dites-vous qu'il n'aura pas le même potentiel de garde que le Château Neuf du Pape, qui est un peu plus haut et un peu plus cher. Pour nous, humains en France, notre espérance de vie est aujourd'hui estimée à un peu plus de 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes. Et notre espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans souffrir d'incapacité particulière, s'élève à 64 ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes. Pour le vin, des facteurs aléatoires tels que la météo, les maladies, l'invasion d'insectes ou encore la prolifération de champignons sont des facteurs que le vigneron va devoir traiter pour assurer la santé de sa vigne. La santé de sa vigne. Les hommes se soignent, eux aussi. Comment se soignent-ils? En prévention, peut-être pas suffisamment, mais ils se soignent par des traitements allopathiques, des médicaments, homéopathiques, ou encore, ils vont chercher des réponses dans des médecines complémentaires et alternatives. Mais pour les vignerons, ils ont aussi ce choix de soigner leur vigne entre l'agriculture conventionnelle, qui va chercher à combattre des éléments nocifs à la bonne santé de leur vigne, mais par des molécules chimiques. C'est l'équivalent de l'allopathie. L'agriculture biologique, elle, va avoir des pratiques soucieuses du respect et des équilibres naturels, en excluant ces produits chimiques. Et enfin, pour citer l'agriculture biodynamique, qui est assez populaire, c'est une pratique ésotérique qui respecte des cycles cosmiques et appréhende la ferme comme un organisme vivant, et ne souhaite pas évaluer scientifiquement la pertinence et l'utilité de cette agriculture. Pour la santé des vignes, tout comme pour sa santé, chaque individu a le choix d'emprunter une voie conventionnelle, biologique ou alternative. Si l'on se réfère à l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. L'assemblage, c'est une spécificité de nombreux grands crus français, qui consiste à composer un vin en associant plusieurs cépages ou plusieurs cuvées. Dans le Bordelais, les vignerons recherchent le juste équilibre entre les cépages Cabernet Sauvignon pour leur structure tannique, le Merlot pour leur souplesse et le Sauvignon pour leur puissance aromatique. Et si l'on cherche l'analogie, notre santé serait un savant assemblage de capacités physiques, psychiques et sociales. Mais alors, quel serait le cépage majoritaire qui nous permettrait de vivre longtemps et en bonne santé? Pour répondre à cette question existentielle, je vous propose de découvrir un programme de recherche qui a pour but d'identifier les prédicteurs d'un vieillissement en bonne santé. Ce programme est mené aujourd'hui par le professeur Robert Waldinger à Harvard. Et comme un symbole, la singularité de ses travaux repose sur sa longévité. En effet, ce professeur, il a pris le flambeau de ce programme de recherche en 2005. Il en a pris la direction, et ce qui fait qu'il a pris la direction de l'étude longitudinale la plus longue de tous les temps. Parce qu'en fait, depuis 1938, cette recherche sur les facteurs du développement des adultes passe au peigne fin la santé et le bien-être mental d'un groupe de 724 hommes américains. L'étude continue aujourd'hui. Et heureusement, elle s'est élargie à l'intégration du suivi de leurs conjointes. Ils avaient pris initialement que des hommes, et ils ont élargi l'étude en prenant leurs femmes, de nouvelles personnes, leurs filles et leurs fils, ce qui fait que ça porte l'effectif aujourd'hui à 1300 personnes. À l'origine, la cohorte était constituée de 2 groupes distincts. Le premier était composé d'étudiants d'Harvard, et le second de garçons issus de familles très pauvres de Boston. Pour cette recherche, un spectre très large de paramètres sont étudiés. Questionnaires, entretiens réguliers, analyse de leurs rapports sociaux, mais également un suivi de leurs dossiers médicaux. Une analyse à la fois médicale, psychologique et sociale. Les chercheurs ont analysé les trajectoires de vie des participants
mais trajectoire au sens large, y compris leurs triomphes, leurs échecs, dans la carrière, dans leur vie et dans leur couple. Les résultats révèlent que les relations sociales et le bonheur ont une influence puissante sur notre santé. Les chercheurs ont trouvé une forte corrélation entre la vie florissante des hommes et leurs relations avec la famille, les amis et leur communauté. Des indicateurs ont révélé que le niveau de satisfaction des gens à l'égard de leurs relations à 50 ans était un meilleur prédicteur de la santé physique que leur taux de cholestérol. Ces chercheurs ont également constaté que la satisfaction conjugale avait un effet protecteur sur la santé mentale des gens. Ceux qui entretenaient des relations chaleureuses ont pu vivre plus longtemps et plus heureux, et les personnes isolées mouraient souvent plus tôt. L'isolement tue, et se montre aussi néfaste pour la santé que le tabagisme et l'alcoolisme. Le psychiatre Georges Vaillant, qui a dirigé cette même étude entre 1972 et 2004, a dégagé 6 facteurs qui prédisent un vieillissement en bonne santé. Parmi ces 6 facteurs, on retrouve l'activité physique, l'absence d'abus d'alcool et de tabagisme, la résilience, être capable de faire face et de rebondir après un choc, ne pas être en surpoids et avoir un couple stable. Lorsque l'étude a commencé, personne ne se souciait de l'empathie et de l'attachement. Mais le professeur Vaillant a souhaité reconnaître le rôle crucial qu'elle jouait sur la longévité, et il a décidé de creuser davantage du côté de ces indicateurs. L'étude a montré que le rôle de la génétique et de la généalogie se sont avérés moins importantes pour la longévité que le niveau de satisfaction à l'égard des relations sociales entretenues dans sa vie d'adulte. Cette dimension est d'ailleurs maintenant reconnue comme un prédicteur d'un vieillissement en bonne santé. La recherche a également démystifié l'idée que les personnalités des gens se fixaient comme du plâtre à 30 ans et ne pouvaient pas être modifiées. Certains participants ont montré un épanouissement social sur le tard et vivent une vieillesse plutôt heureuse. J'ai une pensée pour ma grande-tante Arlette, qui a eu une vie très très difficile. Et elle a eu une jeunesse malheureuse et une vieillesse heureuse, et elle le dit. Elle est très autonome chez elle aujourd'hui parce qu'elle a créé un lien social, elle a entretenu ce lien social. D'un autre côté, l'alcoolisme et la dépression pourraient toucher des personnes qui ont commencé leur vie avec une grande reconnaissance sociale, mais l'ont terminée dans l'isolement. Malheureusement, beaucoup de célébrités se retrouvent dans cette situation. Il semblerait que, tout comme le merlot et le cabernet sauvignon, dans le Bordelais, les cépages majoritaires pour notre longévité soient l'amour et l'amitié. Du coup, notre longévité dépend de cette alchimie qui est aimer. Le Bordelais Michel de Montaigne disait à propos de sa relation avec Étienne de la Boétie: « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Mais j'ajouterai pour conclure que nous avons un pouvoir d'agir sur nos relations. Et en clin d'œil à une amie qui intervenait hier, je terminerai en nous invitant à prendre soin du je dans le nous. À notre santé. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tout à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette.
Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Vous vous souvenez tout à l'heure qu'Aznavour nous suggérait de boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse, car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés, jamais plus le temps perdu ne nous fait face, il passe. Alors boire sa jeunesse jusqu'à l'ivresse, s'enivrer de la vie, déguster sa vie comme on déguste un vin, et Dieu sait s'il y a des vins délicieux. Dieu sait. Vous vous demandez peut-être ce que le bon Dieu vient faire dans cette affaire, et vous avez certainement raison. Pourtant, je ne suis pas le seul de ma génération à avoir eu le curieux privilège de goûter en cachette, au fond d'une sacristie, quelques vins de messe que personnellement je trouvais atrocement infects et qu'il fallait pourtant regarder comme boisson sacrée, vénérée de multiples manières, en particulier vénérée par une musique et des chants incroyables qui n'avaient rien des chansons à boire un peu paillardes et qui invitaient au partage, à la convivialité, à la joie de vivre à en mourir. Il faut dire que cela remonte aux sources mêmes de notre culture et de notre histoire. Alors on se souvient sans doute des noces de Cana, au cours desquelles, curieusement, un dénommé Jésus transformait l'eau en vin miraculeux pour que le repas de fête se termine au mieux. Mais bien avant cet événement étonnant, déjà, l'Ancien Testament nous racontait une curieuse histoire. Souvenez-vous, à la fin du déluge, Noé, patriarche s'il en fut, sortit de l'arche et planta la vigne. Peu après, il vendangea, et, ayant bu du vin, il s'enivra. Ivre, il perdit un peu le contrôle de ses actes et s'endormit complètement nu sous sa tente. Heureusement, Sem, l'un de ses fils, aidé de son frère Japheth, vint voiler la nudité de son père en déposant sur son corps un manteau. Sem devint donc l'enfant choisi. Sa descendance sera bénie alors que Cam, qui avait ri de la nudité, fut maudit et dut devenir le serviteur de ses frères. Bref, l'histoire est un peu compliquée, bien sûr, mais le plus intéressant est bien de lire dans le texte qu'après le déluge, Noé vécut encore 350 ans et que toute la durée de la vie de Noé fut de 950 ans, puis il mourut. 950 ans, j'en connais qui en rêvent. Le transhumanisme nous fait même croire qu'un jour on y parviendra, et j'en connais qui en rêvent d'autant plus qu'il n'est pas interdit de penser que le vin dont Noé s'enivra n'y est peut-être pas pour rien. Allez donc comprendre pourquoi le cépage qui portait son nom, le Noah, fut interdit en France en 1935 au motif que ce vin devait rendre fou et aveugle. Et voilà que, tant de temps après, Jean Ferrat pourtant nous refait exactement le coup de Noé, le vin qui fait des centenaires. Vraiment, Ferrat, t'aurais bien fait d'en boire un peu plus. Peut-être n'avais-tu pas assez savouré le nectar. On aimerait tellement pouvoir dire que le vin permet de vieillir et de vieillir longtemps dans de bonnes conditions, mais entre l'interdiction de boire, parce que c'est, paraît-il, mauvais pour la santé, l'interdiction de boire
Didier le rappelait, parce que boire ou conduire, il faut choisir. L'injonction à consommer avec modération, pas plus d'un verre par repas pour les femmes et 2 verres pour les hommes. Bon, il y a quand même une justice. Et puis, allez savoir, l'abus de vieillissement est peut-être aussi dangereux pour la santé. Il y en a même qui en meurent. Bref, même si le vin n'est pas en soi une garantie de longévité pour celle ou celui qui en boit, on sent qu'il y a depuis très longtemps dans notre histoire, dans notre culture, un lien entre le vin et la vie, entre le vin et la vieillesse. Peut-être le vin ne fait-il pas vieillir, mais au moins il se pourrait qu'il rende heureuse cette vieillesse qu'il nous est parfois au moins donné de vivre. Je ne sais pas si l'on peut vieillir comme le vin, mais il est si rare dans notre société contemporaine que quelque chose de vieux soit valorisé, que l'exemple du vin vaut sans doute d'être mis en valeur. Si rare dans notre société contemporaine que quelque chose de vieux soit valorisé. C'est ce qu'avec Didier nous avons appelé la tyrannie du bien vieillir. À peu de choses près, vous avez le droit de vieillir à condition de rester jeune. De tout cela, nous avons plusieurs enseignements à tirer. Premier enseignement, vieillir et rester jeune, une absurdité. Non, le vin ne peut pas vieillir et rester jeune. Un bon vin qui vieillit se transforme, gagne en qualité, on le voyait, Guy nous l'expliquait également, il gagne en qualité, il en va de même pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas vieillir et imaginer que le temps n'ait pas de prise. Le temps qui passe nous transforme. La question reste de savoir si cette transformation est amélioration et à quelles conditions elle pourrait le devenir et le rester. Vieillissant, le bon vin se transforme, il gagne en goût, en saveur, en qualité. Parfois pourtant ce vieillissement tourne mal, vin aigre, vinaigre. Nous savons bien qu'il arrive qu'en vieillissant, certains de nos contemporains, je crois que j'en connais, ne s'arrangent pas vraiment, soit parce que la maladie les torture, soit parce que ce qu'ils ou ce qu'elles ont à vivre dans leurs relations familiales, dans leurs relations sociales, etc., les a tellement malmenés. Mais il arrive, heureusement, qu'à l'inverse, certains de nos contemporains se bonifient avec l'âge, qu'ils ou qu'elles deviennent plus doux, plus agréables à fréquenter, plus coulants, que leurs parfums les embellissent et que leurs cheveux blancs, leurs couleurs les rendent belles et beaux à regarder et que leur caractère s'améliore. Excusez-moi, je regarde la montre. Second enseignement, vieillir exige du temps. Alors ça peut paraître simpliste de dire cela. Pourtant, nous touchons là à une question essentielle. Dans une société qui ne fonde plus son rapport au temps que sur la valorisation de ce qui ne dure pas, la vieillesse nous est très souvent donnée à décoder comme une contre-valeur parce que je le veuille ou non, il faut du temps pour vieillir. Dans une société de l'instant, de l'éphémère, qui valorise ce qui ne dure pas, société de l'obsolescence programmée, la vieillesse, elle, prend du temps. Je ne peux pas vieillir en un instant. Les vieux, ça dure, il faut du temps pour faire un vieux, beaucoup de temps pour faire un très vieux. Le vin ne saurait vieillir en temps réel. Je peux trafiquer le vin, y introduire des saveurs artificielles qui me feront croire qu'il s'agit d'un vin vieux, mais ce ne sera que supercherie. Il faut du temps pour vieillir, que l'on soit bonhomme ou bon vin, il faut du temps. Et sauf à tricher sur son âge, vieillir prend du temps. Alors pour le vin, on aura peut-être bien tendance à tricher en augmentant l'âge, au contraire de ce que nous serons tentés de faire pour l'homme, qui aura lui tendance à diminuer son âge. Et d'ailleurs, convient-il encore de faire vieillir le vin ? Il semblerait bien que cette idée, progressivement,
soit petit à petit un peu battu en brèche, comme si finalement, et peut-être pour des raisons économiques autant qu'œnologiques, le mieux était de tirer rapidement le pinard, parce que quand le vin est tiré, il faut le boire. On est sûr ainsi qu'il ne s'abîmera pas et que par conséquent nous retournerons en acheter. Troisième enseignement, vieillir exige des conditions intrinsèques et des conditions intrinsèques endogènes. Alors c'est une évidence pour le vin, mais les œnologues en parleraient bien mieux que moi. Pour vieillir, un vin doit évidemment contenir des substances, des composantes qui le lui permettent et que je suis bien incapable, moi, d'identifier, mais qui favorisent ce vieillissement. La réalité est sans doute la même pour l'homme. Il y a des critères génétiques qui impliquent certainement que le vieillissement sera plus favorable pour certains, moins favorable pour d'autres. Là encore, allez. On parle volontiers aujourd'hui pour l'homme ou pour les êtres vivants d'épigénétique, on a déjà prononcé le mot, pour tenter de dire l'interaction entre les gènes et le milieu environnement et le milieu environnant. Peut-on utiliser le même mot pour le vin? Alors, peut-être pas, mais l'idée, en tout cas, est bien la même. Il s'agit de regarder combien l'environnement influence le sujet jusque dans l'expression de ses caractéristiques les plus profondes. En tout cas, la manière dont l'homme et le vin ont été traités à chacune des étapes de leur évolution est évidemment déterminante de ce que l'un et l'autre sont devenus. Quatrième enseignement, vieillir bien exige des conditions environnementales. Cet enseignement est certainement fondamental. Les conditions de vie d'un homme ou d'une femme et les conditions de conservation du vin ne sont évidemment pas les mêmes, mais on conçoit bien que pour l'homme comme pour le vin, les conditions environnementales soient essentielles si l'on veut que le vieillissement produise des effets positifs. Alors, une cave pour le vin, une habitation pour l'homme. Il se trouve que l'homme vive désormais rarement dans une caverne, mais la cave sous la maison ou à proximité de la maison est évidemment la bienvenue pour le vin. Les conditions de lumière, d'obscurité, d'humidité, de température, de calme, d'odeur, de qualité de l'air sont extrêmement importantes pour le vin et pour l'homme. Elles ne sont pas identiques, bien sûr, mais observer le vin vieillir donne à comprendre que toutes ces constantes sont à prendre en compte pour penser un environnement favorable au vieillissement de l'homme. Et puis, faut-il que le vin vieillisse en fût, en tonneau, en fût de chêne, en barrique, en bouteille? De quelle taille la bouteille? Tiens, c'est étonnant de voir que l'on retrouve dans la façon de nommer les bouteilles, on l'a évoqué déjà, des références bibliques qui souvent nous renvoient à des patriarches réputés avoir vécu tellement longtemps. Il en va par exemple de Mathusalem. Vous vous souvenez qui était Mathusalem? Le grand-père de Noé. Tiens, comment est mort Mathusalem? Le déluge commence à tomber, Noé construit l'arche, il fait monter dans l'arche ses femmes, ses fils, les femmes de ses filles, des représentants de toutes les espèces animales, etc. Hop, le déluge arrête de tomber. Bon, et puis Noé va planter. Mais il a fait monter dans l'arche ses femmes, ses fils, les femmes de... Le grand-père, oublié. Comment est mort Mathusalem? Noyé. Elle est belle, la famille. 969 ans, noyé dans les pluies diluviennes. Allez, finalement, vins et vieux pourraient aujourd'hui vieillir ensemble en EHPAD, établissement hébergeant du pinard ancien à déguster, ou des œnogérontologues
exerceraient leur talent. Alors, Didier l'évoquait tout à l'heure, in vino veritas. Le vin traverse ainsi notre histoire, en tout cas une certaine manière de la raconter et d'en construire le mythe. Alors je ne sais pas du tout quelle qualité de vin pouvaient produire les Romains, les Germains. Leur vin vieillissait-il ? Comment ? Évidemment, je suis bien incapable d'en dire quoi que ce soit. Mais curieusement, je me souviens de cette maxime latine un peu étrange, in vino veritas. Alors Tacite nous racontait comment il fallait s'enivrer pour libérer la parole, pour que la vérité puisse se dire. Si la vérité est dans le vin, tentons d'aller y saisir ce qu'il nous dit. Tentons de saisir de quoi il nous parle en particulier quand, vieillissant, il nous parle du rapport au temps et au monde qui se modifie avec les années. Vieillir n'est rien d'autre, au fond, que remanier, et remanier sans cesse son rapport au temps, son rapport au monde, son rapport aux autres et son rapport à soi-même. S'agissant du vin, on va identifier 4 séquences consécutives qui se retrouvent assez bien s'agissant de l'homme. S'agissant du vin, jeunesse, maturité, apogée, déclin. S'agissant de l'homme, enfance, jeunesse, âge adulte, vieillesse. Et voilà, la vieillesse synonyme de déclin, catastrophe. La similitude des séquences et la proximité de nos façons de les nommer sont saisissantes. On parle alors d'élever le vin comme on élève un enfant. On parle d'un vin et d'un homme dans leur maturité. On parle d'un homme dans la force de l'âge et d'un vin encore un peu jeune, mais qui ne tardera pas à exprimer toute sa puissance, toute sa force. Il sera à son apogée quand l'homme sera dans la fleur de l'âge et sur le déclin, voire déjà vieux, abîmé, trop vieux. Et si l'homme s'améliorait en vieillissant ? Oui, bien sûr, mais ne cherchons pas pour l'homme, comme pour le vin, à ajouter toujours des années aux années. Le transhumanisme ne bonifiera sans doute pas l'humain, et peut-être vaut-il mieux ajouter de la vie et du vin aux années, plutôt que des années à la vie et au vin. Serge Reggiani, se voyant vieillir, interprétait 8 jours avant sa mort, avec émotion, un texte de Jean-Loup Dabadi. Combien de temps encore ? Je l'aime tant, le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et croire, et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. J'ai pas fini, voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Permettez-moi de paraphraser à peine. Je l'aime tant, le vin qui reste. J'ai pas fini. Il y a 2 choses qui gagnent à vieillir, les bons vins et les bons amis, dit le proverbe. Ça tombe bien, c'est quand même quand on le partage avec des amis que le vin est le meilleur. Merci. Petite dernière pour la route. Quand j'aurai vieilli, à l'occidental, quand je serai seul, à ma table bancale des cendriers déplacés, vestige du temps où l'on fumait, seul contre le monde,
quand j'aurai blanchi sous le harnais, quand je ne ferai plus partie d'aucun projet un peu aigri, un peu raide, et plus qu'une seule vraie dent, celle contre le monde. Passe me voir, de temps en temps, passe me voir. C'est important, passe me voir. Comme un parent, passe me voir. Et puis va-t'en, passe me voir. Quand je serai soumis à la pesanteur, quand je serai dans un lit, quelle que soit l'heure, un oreiller bien placé, vestige du temps, je dormais à la face du monde. Quand je serai battu toute ma vie, quand je serai convaincu du fond de mon lit qu'il y a tout acheté, rien à faire, et plus qu'un seul combat, se foutre du monde. Passe me voir, de temps en temps, passe me voir. C'est important, passe me voir. Comme un parent, passe me voir. Et puis va-t'en, passe me voir. Passe me voir. De temps en temps, passe me voir. C'est important, passe me voir. Comme un parent, passe me voir. Et puis va-t'en. Quand j'aurai vieilli à l'occidental, quand je serai seul. Merci. Waouh, j'adore. La dernière chanson, c'est un groupe qui s'appelle Debout sur le Zinc. J'adore, merci beaucoup. On peut vraiment les applaudir, c'était très 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 chouette de finir avec vous comme ça. Super. Eh ben, attention. Ben, il faut conclure cette conférence et cette journée. C'est la fin. Merci, parce que ça donne envie de vieillir. Et ça fait voilà. Et ça fait quand même bien plaisir, parce que je suis pas arrivée comme ça hier matin. Donc merci beaucoup. Voilà. Et ça donne aussi envie de prendre l'apéro. Non, je sais pas. Hein. Voilà, hein, quand même. Oui.